Quand je l'ai lu la première fois, ça a été quelque chose que j'ai, comment dirais-je, honni, vraiment. Et il a fallu du temps pour que je reprenne ce texte. D'abord pour comprendre pourquoi j'avais eu cette première réaction, et que je sois absolument, dans un second temps, stupéfiée. Voilà, c'est-à-dire que j'ai basculé après de nombreuses discussions, parce que c'est un texte dont on a parlé notamment avec toi, Hélène. Voilà, c'est-à-dire stupéfiée dans le sens qu'en effet, c'est un texte qui, comment dire, qui est à proprement parler inouï. Voilà. On est dans l'inouï avec ce texte. Alors évidemment, j'avais rejeté dans un premier temps, au nom du fait qu'elle avait mouillé quelqu'un voilà, qui n'était pas mort, hein, qui était bien connu, et que quand même, il y avait, pour moi, je maintiens, atteinte à la vie privée. Ça, je ne retire pas ça, elle a été condamnée pour ça d'ailleurs. Voilà. Bon. Mais pour autant, j'ai été obligée de refaire machine arrière, puisque j'ai dû distinguer, pour moi, ce qui est de l'ordre d'une transgression, réellement, hein, d'un trop loin, d'une chose qui a débordé complètement, d'accord, et qui donc était en effet, comment dire, pris sous le coup de la loi, d'accord, mais que j'ai dû distinguer cet excès, si je puis dire, d'avec le livre. C'est-à-dire, c'est pas facile à faire, hein, que moi je suis absolument, vous avez compris, hein, je fais une distinction entre, si vous voulez, la loi, enfin, ce qui a frappé Yacoub à juste titre de mon point de vue, et ce texte. Voilà. Pas facile à faire. Je vais essayer de m'expliquer là-dessus. Parce que, évidemment, elle a un art consommé, y compris d'ailleurs dans ses interviews, dans ses apparitions télévisuelles, etc. Bon, j'ai regardé, j'ai bien fait attention à l'Italie, etc. Bon, bref, j'ai regardé ça et j'ai écouté ça d'à peu près. Elle a l'art consommé, en fait, et là je rejoins Hélène dans son travail, de faire jouer tous les registres. D'accord ? Alors, elle le fait très bien, parce que, en fait, à partir de son histoire personnelle, donc de son intimité, puisqu'il est bien question de son intimité, hein, elle en fait comment dire, un travail d'écriture, elle en fait quelque chose de littéraire, hein, qui prend consistance, qui se met à consister à partir du personnage connu. D'accord ? C'est quand même, via le fait, si vous voulez, que tout d'un coup cet homme est nommé, d'accord, et qu'il est nommé et connu de tous, hein, que ce travail de littérature va consister, ça va se mettre à consister en tant qu'expérience réelle et en tant que récit qui implique cet homme réellement. D'accord ? C'est-à-dire qu'elle arrive par un art consommé je dirais, à la fois de l'écriture, de son espace public, de ses déclarations, quand même à, si vous voulez, à jouer sur les deux tableaux en disant mais c'est de la littérature, on ne peut m'accuser de rien, j'ai fait une œuvre de fiction, c'est complètement littéraire, d'accord, mais en même temps, évidemment, que tout ce qu'elle raconte ne peut pas être pris comme littérairement pur, enfin je veux dire comme une littérature pure, puisque elle y va d'un personnage connu, qu'elle implique, qui est connu, dont on peut référer beaucoup de choses à côté, d'accord, et qu'elle met, enfin je veux dire, et qu'elle appelle son amant. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, forcément, il y a du flou, il y a du jeu, quelque chose, et si vous voulez, se met à déraper, à consister, voilà, à frapper les imaginations, forcément. Hein, voilà. Ça marque, si vous voulez, ça vient là faire quelque chose. J'insiste sur cette dimension de consistance. Hein, voilà. Parce que, justement, sur cette dimension de consistance, vous voyez, enfin, je vais quand même prendre un petit peu de temps pour lire ça, parce que dans Libération, c'est vraiment important, je pense que c'est dans l'idée. Ouais, voilà. C'est comparé, alors, de même que pour Catherine Millet, il y a beaucoup d'hommes, énormément de commentaires masculins sur le texte de Yacoub, et qui ont la même teneur, c'est-à-dire ça les fascine. Alors, pour Millet, c'était un déchaînement de commentaires masculins en disant on n'a jamais lu ça, alors, comme si tout d'un coup on avait accès, à travers la vie sexuelle de Catherine Millet, à quelque chose de la jouissance féminine. Hein, alors là, les mecs, ils étaient complètement... Enfin, on va mettre le doigt sur ce que c'est. Sur Yacoub, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que c'est pas, justement, c'est l'inverse, enfin, c'est la même chose, mais à l'envers, c'est pas du tout sexuel, en effet, et elle a à le dire, elle le dit très bien d'ailleurs, mais comment je suis attaquée de partout, mais
je ne dévoile rien du tout de la sexualité dans cette histoire, et ce qui est vrai, pas du tout sexuel. Voilà, donc elle a beau jeu de dire qu'elle dévoile rien. Elle, son dévoilement n'est pas du tout du côté du sexuel, pas du tout, du tout. Il est du côté, en quelque sorte, d'une confession féminine, hein, de quelque chose qui s'avoue, d'une femme amoureuse. Et on a, en effet, et c'est ça qui est absolument inouï et stupéfiant, et c'est pour ça que j'ai tendance à dire qu'on n'a jamais lu ça. On n'a jamais lu ça, ce qui fait qu'en effet, les commentaires masculins vont bon train. Hein. On n'a jamais lu une telle description et précision, en effet, à la Michel Léris, parce que c'est un texte qui, si vous voulez, qui est extrêmement bien écrit, c'est vrai. Je ne dirais pas que c'est stupéfiant, il ne faut quand même pas pousser, mais c'est très bien écrit, et surtout, c'est un texte qui, en effet, comment dire, dévoile quelque chose. Il y a du dévoilement là-dedans, ce qui fait fascination d'ailleurs. Hein. Et on ne doute pas une seconde, enfin moi je n'ai pas douté une seconde en le lisant, que réellement, Yacoub l'a fait pour s'en sortir, ça c'est sûr, enfin pour moi, hein, et que elle parle le menu, si vous voulez, elle nous dit par quoi elle passe, hein, par quoi elle passe dans ce rapport et dans sa descente aux enfers, entre guillemets, du fait d'être amoureuse. Hein, parce que il y a quelque chose là où, en effet, elle est très en danger, elle le dit d'ailleurs, hein, à peu près vers le milieu, les trois quarts, qu'elle est en danger de son désir. Hein, que désirante, elle est en danger. Voilà. Et ça, c'est très important. Elle a aussi écrit un livre qui s'appelle « Aimer, tu ». Hein, voilà. Donc, alors, je trouve vraiment important, puisque Hélène a parlé de théorisation, et je trouve que c'est un terme que je reprends là, puisque elle se fait la théoricienne, Yacoub, dans son livre, de ce qui lui arrive. Voilà. Et je pense que cette théorisation, en effet, est du côté de ce que Hélène a décrit, c'est-à-dire que, se faisant théoricienne de cette expérience, eh bien, ça lui permet de se défendre d'une jouissance qui, sinon, serait anéantissante. Voilà. Et donc, elle, sa cérébralité, parce que c'est une femme cérébrale, hein, est tout à fait au service, en quelque sorte, d'un bord. Voilà. Hein, c'est un livre qui permet qu'elle a pu faire bord grâce à ce livre. Voilà. Hein. Mais, en effet, là où ça déborde, malgré tout, c'est le fait qu'elle a eu besoin d'impliquer donc son amant nommément. Hein. Voilà, je vais essayer de dire pourquoi elle a eu besoin d'en parler par... Enfin, c'est une hypothèse, bien évidemment, je n'aurai pas la vérité de ce truc-là, mais de dire pourquoi elle a eu besoin de dévoiler son amant jusque-là, si vous voulez. Hein. Alors, juste un mot, donc dans Libération, c'est un commentaire de Philippe Lançon qui compare le texte de Yacoub à Michel Léris et à d'autres textes, dont un texte de Foucault, en disant que ça s'appelle de l'action writing, c'est-à-dire la littérature en action, dite expérientielle, si vous voulez, hein, qu'on appelle aussi biofiction par ailleurs, etc. Alors, en 1977, réunissant de courts récits judiciaires de parias et criminels de toutes sortes, Michel Foucault écrit dans La vie des hommes infâmes. Ça s'appelle La vie des hommes infâmes. J'ai voulu qu'il s'agisse toujours d'existences réelles, qu'on puisse leur donner un lieu et une date, que derrière ces noms qui ne disent plus rien, derrière ces mots rapides et qui peuvent bien la plupart du temps avoir été faux, mensongers, injustes, outranciers, il y a eu des hommes qui ont vécu et qui sont morts, des souffrances, des méchancetés, des jalousies, des vociférations. J'ai donc banni tout ce qui pouvait être imagination et littérature. Aucun des héros noirs que celles-ci ont pu inventer ne m'a paru aussi intense que ces savetiers, ces soldats déserteurs, ces marchands à la toilette, ces tabellions, ces moines vagabonds, tous enragés, scandaleux ou pitoyables. Voilà. Alors, vous voyez, c'est intéressant puisque c'est vraiment une littérature qui s'est revendiquée comme liée au réel même des hommes infâmes. Bon. Sauf qu'il y a quand même une différence avec Yacoub, c'est que c'est loin d'être anonyme. Hein. C'est-à-dire qu'elle, elle fait pas, je veux dire, elle ne parle pas d'un amant de l'ombre. Hein. Elle y va en le nommant. Et ça, pour moi, c'est là où quelque chose se produit, hein, qui est, en effet, de l'ordre, pour moi, d'une transgression
sans que ce soit moral, hein. Je ne fais aucun commentaire en disant que c'est moral ou immoral, ce n'est pas mon propos. Je pense que là, si vous voulez, le titre que j'ai donné à cet exposé, je reviens dessus parce que je ne veux, maintenant je pense que c'est pas un bon titre. J'ai dit un cas de viol psychique. C'est en effet très provoquant et je ne crois pas du tout que ce soit juste. C'est, je pense, plutôt du côté d'un fantasme de viol psychique de la part de Marcella Yacoub, qui fait réponse, qui est quand même à mettre en réponse au violeur, quand même, malgré tout, hein, c'est-à-dire au fantasme, enfin au père primitif. Voilà, bon. Je vais essayer de dire pourquoi. Et qu'il y a atteinte, il y aurait atteinte, on pourrait s'interroger en tout cas sur le fait qu'il n'y aurait pas forcément atteinte à la vie privée, mais ce qu'on pourrait quand même mettre du côté d'une atteinte à la vie psychique, carrément, j'y vais carrément, parce qu'il y a dans ce texte quelque chose d'inédit, je l'ai dit, et d'inouï, dans cette sorte d'introspection extrême d'une femme emprise à sa propre vie amoureuse, emprise à l'amour et emprise à la jouissance et emprise au désir, hein, bien sûr, et tout se passe comme si, au nom de ce dévoilement extrême, c'est-à-dire vous allez savoir quelque chose de ce qui arrive à une femme quand elle est amoureuse, hein, voilà, et même en s'y prenant via l'infâme, puisque elle y va carrément, hein, elle dit qu'elle est une truie, enfin que, voilà, qu'elle a un fantasme d'être la truie de cet homme, etc. Au nom de cela, justement, eh bien, quelque chose fait que elle peut impliquer. Voilà, c'est-à-dire qu'elle peut prendre l'homme et le tirer, vous voyez, le mettre dans le bain. Voilà. Mais je pense que c'est à partir de sa posture de vérité, entre guillemets, hein, qu'elle s'autorise de cette, je dirais, qu'elle s'autorise, oui, à impliquer cet amant nommément. D'accord? En disant, je vais vous dire qui il est. Attention, parce que c'est pas n'importe quoi, c'est pour ça que je dis qu'il y a quelque chose de très particulier dans ce texte, où on n'est pas sans savoir que c'est en effet DSK, hein, et en même temps, du coup, elle va nous dire qui il est. Alors c'est tout à fait inédit parce que jusqu'à présent, comment dire, on n'avait pas l'esprit analytique poussé à ce point, hein, voire même psychanalytique, parce qu'elle y va carrément sur les interprétations, hein, elle est extrêmement interprétative. Donc vous voyez, alors ce que je trouve intéressant, parce que le Nouvel Obs, bon, mon histoire avec DSK, crac, on y va. Après, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'elle n'a plus jamais dit. C'est la seule interview, c'est la première, où elle est nommément citée DSK comme étant justement le partenaire du bouquin, enfin, comme étant l'homme en question. Bon. Après, terminé. Elle va dire mon personnage. C'est fini. Dans plus aucune interview, elle va le nommer. C'est terminé. Ce sont les autres qui vont nommer l'homme à sa place. Mais elle ne dira plus. Voilà. Donc c'est là où il y a quelque chose de... Apparemment, il y a eu un effet de comment dire, elle est un peu récessive, si vous voulez. Elle revient en arrière quand même. Il y a quelque chose où on entend qu'elle se range, hein, un tout petit peu. Voilà. Ça montre bien quelque chose quand même. Alors, j'y vais du côté de l'oreille. Alors, si je retrouve mon oreille... Alors, voilà, donc, on a l'oreille au chapitre 4. Vous voyez, alors, cette oreille est importante puisque c'est comme si il y avait là, de la part de ce fameux amant, l'oreille comme trou. C'est vraiment ça, hein. Non pas comme lobe, parce que Hélène a parlé du lobe, je vais parler du trou. Donc comme trou par lequel, voilà ce qui se passe, on aurait accès à quelque chose. Alors là, on est bien du côté du secret de la transparence. Hein. Donc je lis, tu es arrivé à 16h pile ce premier dimanche de février. C'est la première rencontre entre cette femme et cet homme. Tu es entré, tu n'as rien dit, et tu as placé ma tête sur la coudoir du fauteuil, de sorte que mon oreille droite soit entièrement découverte. Tu t'es mis à genoux et tu y as versé une huile qui sentait l'amande. Tu m'as aspergé d'abord l'extérieur de l'oreille, et puis tu as versé le reste du liquide à l'intérieur. Tu m'as dit, maintenant, tu fermes les yeux et tu respires profondément comme si tu dormais. Comme si tu dormais. Tu as d'abord léché ce qu'il y avait sur la surface externe. Tu disais, quel plaisir, quel bonheur.
Le liquide ne fait qu'intensifier le goût de ta peau. C'est comme si je te mangeais l'oreille, mais en mieux. Vous voyez, ça c'est la première scène. Hein. C'est comme si l'on mettait des lunettes aux papilles gustatives pour voir de près. Puis, tu as mis ta langue à l'intérieur et tu as commencé à avancer. J'ignorais que l'on pouvait aller si loin à l'intérieur d'une oreille. Je ne savais pas que les oreilles n'avaient pas de fond, que l'on pouvait toujours continuer. Puis, tu as enlevé ta langue et tu as mis ton énorme doigt dans le trou de mon oreille. Tu l'as enfoncé de plus en plus loin. Je sentais que tu avais touché mon cerveau, que tu avais atteint ma mémoire, et tu m'as dit, les voici, voici tes souvenirs, les souvenirs de tes plaisirs. Je les sors, je les vois, je les dévore, je les incorpore, je les sens en moi. Je déguste le plus beau de ta vie, quelles extases, quelle chance que le temps pendant lequel on a joui ne soit pas irrévocable, que tout soit conservé quelque part, que tout puisse revenir, que tout puisse être dévoré à nouveau. Et toi, tu les sens aussi? Tu les sens comme je les sens? J'ai dit oui. Et tu t'es mis à trembler. Puis tu es entré dans une extase et tu es tombé par terre. Bon, etc. Alors, il lui demande de dire ce qu'il lui fait. On est vraiment dans une scène sexuelle, hein, bien sûr, mais pas via l'oreille. Hein. Alors, il lui demande de dire ce qu'il lui fait. Et je t'ai dit, tu enfonces ta langue dans mon oreille, tu me lèches la mémoire, tu dévores tous mes souvenirs. Et là, tu as tremblé si fort, tu as crié ton plaisir avec un tel désespoir avant de tomber par terre que j'ai cru que tu étais mort. Mais tu t'es relevé, tu as regardé ta montre et tu as dit, tu me tues. Comme si j'y étais pour quelque chose. Alors, à plusieurs reprises dans le texte, on a, vous voyez, on entend bien là, hein, ce père qui jouit, ce père, enfin, hein, le père, comment dire, de la Horte, celui qui est mort et qui jouit quand même, d'accord, hein, le père ni mort ni vivant. Voilà, hein, il revient à plusieurs moments dans le texte. Voilà, donc, vous voyez que là, alors, c'est à partir de cette scène inaugurale entre eux, hein, d'ailleurs, inaugure la série des rencontres qui sera toujours sur ce mode-là, quasiment, hein, c'est-à-dire que c'est, j'allais dire, c'est comment dire, les scènes de récitation, comme elle nous appelle, hein, c'est une récitation, où il va lui dire les choses. Voilà. Et tout se passe par l'oreille. Hein, tout se passe par l'oreille. C'est à partir de là qu'elle se nomme, enfin qu'elle se singularise parmi toutes les autres femmes. Elle devient la femme d'exception. Celui avec qui il a ce rapport-là et pas avec une autre. Et il dit, tu l'as enfin trouvé celle-là. Avec qui tu peux vivre ce fantasme, etc., etc. Bon, voilà. Il y a entre nous une espèce de fatalité, de nécessité, de singularité, etc. Donc elle vous voyez, c'est là où elle devient l'interlocutrice de prédilection, c'est-à-dire l'exception. Hein. L'exception faite femme, on entend bien là, tout à fait, un fantasme du côté de la femme hystérique quand même, hein, c'est-à-dire d'être celle qui serait l'élu, d'accord? L'élu, pas de n'importe qui, l'élu du père primitif, bien sûr. Celle qui vient tout d'un coup se dresser face à cette figure de père. Voilà. Alors, ce que je trouve vraiment d'étonnant dans cette scène de l'oreille, la première scène de l'oreille, si je puis dire, c'est que le fantasme, vous voyez, mis en acte quand même, c'est d'aspirer, vous voyez, d'aller aussi loin dans l'oreille d'une femme qu'on aurait la clé, quoi, de l'énigme, en effet, de sa jouissance. Voilà. Donc c'est avoir accès, finalement, à la jouissance féminine. C'est-à-dire de quoi est faite cette jouissance-là. D'accord? Et c'est vraiment très fort. Enfin, je veux dire, c'est très fort puisque c'est une scène, en effet, assez inouïe. Hein, si je puis dire, justement, ça touche l'oreille. On est là dans de l'inouï. Hein. Alors, pourquoi c'est inouï? C'est inouï, si vous voulez. Puisqu'on a, je pense, des tableaux de la Renaissance où il y a une notion de Madone par l'oreille. Oui, mais ce qui est inouï, c'est que ça soit une femme de Dieu. Oui, mais c'est pas tout à fait du même ordre. C'est aussi de la parole. Je veux dire, c'est écrit, si vous voulez. Là, quelque chose s'écrit, hein, de cela. C'est-à-dire de ce qui est visé directement, comment dire, et qui n'est pas,
si vous voulez. C'est inouï parce que c'est pas à travers une scène sexuelle proprement dit, c'est déplacé dans l'oreille et c'est touché. Hein. Toucher le cerveau, c'est toucher ce qu'il y aurait là-dedans, si vous voulez. Bon, c'est très actuel aussi, hein, c'est-à-dire qu'on est quand même là, dans une scène qui met aussi en scène hein, quelque chose de tout à fait actuel dans le fantasme de maintenant, c'est-à-dire qu'on aurait accès, d'accord, à ce qu'il y a dans le cerveau, si vous voulez. Hein. Et on aurait accès à l'énigme de la jouissance qu'on aurait dans le cerveau, si vous voulez. Oui, Jean-Guy ? Je ne sais pas si ça peut être d'une quelconque utilité, mais c'est comme ça que supposément est mort le père de Hamlet. Ouais. Voilà, oui, j'y ai pensé avec l'huile versée dans l'oreille, le poison, absolument, mais oui, tout à fait. Hein. Enfin, il y a quelque chose là qui est mis en scène déjà d'un enjeu, en tout cas meurtrier, entre eux. D'accord ? Moi, je le lirais comme ça. Hein. Que dès le départ, ce geste de verser de l'huile la vise, en effet. C'est-à-dire que ça veut atteindre quelque chose de sa jouissance, mais en même temps, hein, ça la met du côté, en effet, d'une cible. C'est sûr. Bon. Et elle y est sensible. Tu me tues. Il y a quand même un enjeu, là, entre les deux, tout de suite, d'emblée, d'accord, que ça ne va pas se passer comme ça. En gros, que la rencontre n'est pas un hasard. D'accord ? C'est qu'il y a entre eux cette mise-là, on va dire. Voilà. Hein. Cette mise-là, et cette mise-là, elle est meurtrière. C'est une mise meurtrière. Bon. Et qui va être jouée. Hein. C'est une partition qui va être jouée jusqu'au bout, en quelque sorte. Bon. Entre les deux. Alors, je trouve que, c'est là où je trouve intéressant, si vous voulez, quand j'ai dit viol psychique, c'est que parce que il m'a semblé quand même que la posture ensuite de la femme écrivain, bon, je ne peux pas dire c'est tellement riche, je ne peux pas, sinon j'en mettrais 3 heures. Hein. Ça mérite un essai que je compte bien écrire. Mais en gros, la défense, parce que c'est quand même de l'ordre d'une défense, bien sûr à travers l'aveu, à travers la confession, une sorte de journal intime de ce qui arrive à cette femme, c'est d'y aller quand même, d'en nous dire hein, ce qu'il y a dans la tête de cet homme. Elle le dit d'ailleurs, c'est qu'il y a dans ta tête. Voilà. Hein. Elle va le dire comme ça, ce que tu es. Voilà, hein, ce qu'il est, alors, comment dire, il y a plusieurs passages, j'espère que je vais les retrouver, mais elle va assez loin dans, voilà, la vérité, etc. Alors, et elle dit aux journalistes en plus, alors elle le dit dans le livre, mais elle fait des déclarations aussi aux médias, enfin journalistes, ceci explique une bonne partie des problèmes qu'il a eus, il ne méprise pas les femmes, c'est le sexe qu'il méprise. Voilà. C'est sa bêtise qui l'a tué. Cet homme n'est pas un violeur et il n'est même pas méchant. Son problème est qu'il est égoïste. Sa pauvreté spirituelle, son absence de sensibilité au regard des autres et de lui-même le rendent très bête. C'est sa bêtise qui l'a tué. Il croit que les autres sont stupides, il les voit, etc. Alors, complètement, si vous voulez, voilà, il a une intelligence analytique incontestable. Je vais vous dire qui il est quand même. Hein. Il a une intelligence analytique incontestable, une force de caractère incroyable, il est rapide intellectuellement et pas du tout dépressif. Alors, on y va, hein. C'est-à-dire qu'elle nous fait carrément son diagnostic. Je l'ai vu au pire moment. Alors vous voyez que hein, ça résonne pas mal, puisque elle dit ça alors qu'elle l'a approché de très près et qu'elle s'appelle Marcella Yacoub, si vous voulez. Bon. Donc il y a quand même une caution là-dedans, puisqu'elle a écrit plusieurs livres, évidemment, hein, et que c'est une femme intelligente et qui est analytique. C'est une femme, je ne dirais pas psychanalyste, c'est une femme qui pratique l'analyse beaucoup, hein, avec une grande lucidité. Enfin, c'est une femme extrêmement en effet, qui est très fine, très perspicace, etc. Bon, ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas la concierge qui parle hein, de cet homme. Donc, si vous voulez, il y a un effet là, hein, il y a un effet de vérité qui se produit dans ces paroles-là auprès du public. Donc, si vous voulez, qu'il y a quand même quelque chose qui est en jeu. C'est pour ça que je dis qu'il y a une responsabilité de celle qui parle sur cet homme-là, hein, à ce moment-là. Bon. Alors, je l'ai vu au pire moment, quand tout le monde se moquait de lui du matin au soir. Eh bien, son moral restait en acier. Mais malgré cela, je crois qu'il est condamné à tout rater, jusqu'à la fin de ses jours, à cause de cette cécité et de ce mépris envers autrui.
Il est plus à plaindre qu'à haïr. Je vous donne un exemple mineur, mais qui est paradigmatique du personnage. Je vis avec une petite chienne, Lola, qui est l'amour de ma vie. J'ennuie la terre entière avec elle. Mes amis doivent supporter ses aboiements dès qu'ils sonnent chez moi. Bref, elle est tout pour moi. Dominique Strauss-Kahn est venue chez moi pendant des mois, et elle était toujours là à lui faire la fête, et moi à parler d'elle. Quand je lui ai dit que je ne voulais plus la voir, que je voulais vivre pour m'occuper de Lola, il s'est exclamé « Lola, mais qui est-ce » Bon, alors, je trouve que c'est intéressant parce que la chienne qui dévore l'oreille, tout d'un coup, peut-être qu'il y a quelque chose à voir du côté de cette chienne qui dévore l'oreille. Moi, j'ai pas envie de me vautrer dans les interprétations, mais il y a quand même quelque chose, si vous voulez, d'une teneur interprétative extrême, enfin, quand même très forte. C'est fort en interprétation, si je puis dire. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'analyse de sa femme et du rapport avec sa femme. Donc évidemment, derrière, c'est le couple qui est carrément analysé. Et le rapport, et pourquoi ils sont ensemble, si vous voulez. Il y a tout ça qui nous est dit. Mais il y a aussi, là, quelque chose que je trouve vraiment important. C'est qu'il chute, en fait, à partir de quel moment va se produire le désamour, en fait. Hein. Alors, je cherche ça, voilà. C'est-à-dire que ce qui va l'ennuyer beaucoup dans cette histoire, c'est qu'elle a élu cet homme pour le fait qu'elle l'associe au cochon. Et ça, le cochon, c'est très important parce que c'est les pulsions, elle va le dire, voilà, je t'ai aimé, alors je cite, hein, tu étais vieux, tu étais gros, etc., tu étais égoïste, brutal, tu n'avais aucune culture et j'ai été folle de toi. Voilà. Il y a quelque chose qui fait qu'elle élit un cochon. Elle a élu un cochon. Et alors elle l'élit, comment dire, en disant que elle est une sainte tombée amoureuse d'un cochon. Voilà. Mais c'est un amour divin. Elle porte un amour divin au cochon. Bon. Vous voyez que c'est intéressant puisque on a des personnages de grande, même dans la littérature, hein, d'hystériques, qui sont comme ça, tombés amoureux de monstres. On a ça dans L'Homme qui rit, par exemple, de Victor Hugo, où une des grandes dames anglaises qui a un grand château tombe amoureuse de Gwynplaine, qui est cet homme défiguré, etc. Elle a tout connu, mais ça, c'est complètement exotique, c'est un monstre, et elle tombe complètement amoureuse de lui pour se rouler dans la fange avec lui. Ça, c'est vraiment... on a ça de ce côté-là. On a ça aussi du côté de la Clara du Jardin des Supplices, c'est une héroïne d'Octave Mirbeau, qui va, voir les écorchés, les suppliciés tous les jours, qui fait la visite des prisons où les prisonniers sont torturés, et elle est fascinée par cette souffrance, tellement fascinée qu'elle en jouit à s'évanouir. Voilà. Donc elle est là-dedans, dans une telle fascination pour les suppliciés, et même pour les bourreaux. Hein. Voilà. Donc on a comme ça, si vous voulez, du côté hystérique, en effet, quelque chose qui passe, enfin je veux dire, qui est en effet du côté de la fascination pour le père primitif, hein, c'est complètement ça, évidemment, et elle va beaucoup en vouloir à cet homme à partir du moment où elle constate qu'il est divisé. Et ça, c'est terrible. Et c'est ça qui le fait chuter. C'est-à-dire qu'elle aurait bien voulu être celle qui fasse triompher le cochon. Voilà. Qu'il le fasse triompher, c'est-à-dire qu'il n'ait plus aucune retenue, qu'il largue tout, qu'il largue la politique, et qu'il se mette à vivre réellement en laissant toutes ses pulsions aller jusqu'au bout. Voilà. Et qu'il y aille. Hein. Bon. Et elle s'est prise pour celle qui allait finalement être son Ariane, si vous voulez, c'est-à-dire hein, celle qui allait lui révéler sa vraie nature, etc. Bon. Or, cet homme, à un moment donné, il y a une scène assez clé puisqu'ils sont dans la chambre, et elle lui dit, comment dire ça, voilà, il se passe quelque chose dans une chambre, voilà. Je me suis trompée, dit-il, ma vie a été une terrible erreur. Ça, je cite le livre. Hein. J'aurais pu faire tant de choses de cette vie-là. Tu me l'as dit. Et j'ai vu que tu étais en train de ressentir quelque chose d'extraordinaire. Entendez bien, c'est au niveau du ressenti que ça se passe. Hein.
C'est-à-dire que là, c'est comme si tout d'un coup pour elle, ça y est, elle a réussi à ce moment-là à faire que cet homme ressente quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire qu'enfin, il est du côté du sans limite. Hein, c'est-à-dire du côté de la pulsion déchaînée, du sans limite, etc. Ce qui est aussi un équivalent de sa jouissance à elle. Si vous voulez. Là, tout d'un coup, hein, elle fait que s'équivaut, tout d'un coup, un rapport entre les jouissances. D'accord? Bon, ça, je trouve ça vraiment important à pointer. Alors, je n'avais pas à te consoler. Tu avais une grande chance pendant que tu disais ça. Tu avais encore une chance de prendre ta vie en main. Je t'ai chuchoté. Tu as cassé la vie que tu avais parce qu'elle ne te plaisait pas. Et toi, ce jour-là, tu m'avais cru. Ce jour-là, tu m'avais cru. Ce jour-là, tu croyais vraiment que cette vie-là n'était pas la bonne vie pour toi. Mais quelle vie crois-tu que j'aurais dû avoir, m'as-tu demandé. Soudain, le gouffre s'est ouvert sous tes pieds. Un vent froid et vertigineux a inondé mon appartement. L'appartement, il est inondé 2 fois. Hein. Une fois par un vent froid, etc. Et une autre fois, par le sperme de cet amant. Les meubles ont bougé, les murs sont devenus bleus. Ma chienne s'est agrippée à moi de peur de tomber dans l'abîme. Pendant quelques petites minutes, tu as regardé, tu as vu l'abîme toi aussi. Ah, tu as eu la vision de cet horizon infini, hein, voilà, du sans limite. Tu as eu peur, tu as eu confiance, tu étais heureux d'être malheureux. Mais en sortant de chez moi, dès le moment où ma porte s'est fermée, tu avais oublié ce moment extraordinaire. Tu étais déjà englouti par d'autres pensées. Ta femme t'attendait. Tu devais arriver à l'heure. Tu devais occuper pendant quelques mois encore ta place de caniche. Tu devais bouger la queue quand elle te jetait des friandises, même si tu savais que ton rôle de caniche était terminé, que tes heures de caniche étaient comptées. En effet, ces heures de caniche étaient comptées. C'est-à-dire que, vous voyez, que tout d'un coup, le cochon se transforme en petit chien dressé, qui en effet est assujetti, hein, et qui en effet a une femme, et qui en effet n'est pas plus fort que finalement la femme avec qui il vit. Voilà. Alors après, ça va être un feu roulant, ça va être la descente totale, il est tout d'un coup méprisable, absolument, puisque révélant sa division, hein, il n'est plus du tout bon, absolument plus du tout bon. Alors, il y a un premier temps où il chute, il y en a un deuxième où il chute, parce que ça ne suffit pas qu'elle le voie comme caniche. Hein, du coup. Il faut aussi qu'il lui croque l'oreille, parce que cette scène où justement il va rentrer pour un ultime rendez-vous chez cette femme, il va lui mettre comme la première fois la tête sur la coudoir du canapé et il va lui croquer l'oreille. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Hélène a cité la marguerite, etc. C'est tout d'un coup le cochon, hein, qui vient là et qui croque l'oreille comme n'importe quelle, si vous voulez, feuille de chou qui traîne ou marguerite qui s'en va. Voilà. Et que là où elle avait joui, cette femme, de se prendre pour la true, c'est-à-dire dans le fantasme se faire en effet l'objet du désir de l'autre. Ça c'est très important à repérer, je pense. Eh bien, tout d'un coup, le semblant va chuter, c'est-à-dire qu'elle n'est plus simplement l'objet du fantasme, si vous voulez, dans le semblant, hein, c'est qu'elle est prise comme true réellement. D'accord? Et qu'à ce moment-là, et c'est là, je trouve, la trouvaille qu'elle fait, c'est que ce soit vrai ou pas, hein, qu'il ait vraiment ou pas croqué ce bout d'oreille, peu importe, puisque ce mensonge, en tout cas, dit la vérité de quelque chose, hein, qui s'accompagne d'abord de cette chute. On est dans le moment où il chute. Hein, c'est-à-dire qu'il devient vraiment, hein, tout d'un coup, celui qui ne la reconnaît plus comme exceptionnelle. D'accord? Elle devient réellement la true. Et c'est là où rien ne va plus. Hein, puisque tout d'un coup, ça n'est plus vraiment drôle de se faire l'objet du désir de l'autre, mais tout d'un coup, elle y est identifiée pour lui réellement. Il n'y a plus d'écart, si vous voulez. Voilà, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de jeu amoureux
entre eux, je suis la truie qui te fait jouir, hein, voilà, je te reconnais comme le cochon, et moi je suis ta truie, vous voyez, hein, dans deux personnages comme ça, fantasmatiquement articulés. Non, il y a une chute, voilà. Et cette chute, en effet, précipite quelque part la fin de l'amour, hein, pour elle. C'est-à-dire qu'il y a une limite qui est donnée. Voilà. Et cette limite, c'est le coup de grâce, c'est vraiment l'oreille. Hein, parce que cette oreille, c'est important parce que cette oreille, c'est celle du cochon, mais si on pense à l'Héris, et elle dit d'ailleurs qu'elle a voulu s'approcher au plus près de la corne du taureau. Hein, l'Héris aussi parlait de tauromachie beaucoup. Et elle dit à un moment donné que c'est comme un livre, il est devenu comme un livre cet homme. D'ailleurs, elle va écrire du coup son livre, et que il faut qu'elle écorne la page. Vous voyez, elle dit, voilà. Que du coup, il y a quelque chose avec... vous savez que dans la corrida, le moment où, hein, bon, quand le taureau est à terre et qu'il est là, on coupe l'oreille, hein, c'est le trophée. Voilà, bon. Donc là, je pense que cette oreille dit quelque chose. Alors c'est elle, bien sûr, qui dit qu'on la lui coupe, mais c'est en effet qu'il la prend pour une truie et que du coup, il y a aussi sa division à elle qui apparaît, si vous voulez, à elle, à ce moment-là. Pourquoi? Puisqu'il y a un écart, elle chute, hein, il y a un écart entre, tout d'un coup, hein, ce qu'elle avait fantasmé et le réel, hein, via le bout d'oreille dévoré. Bon, voilà. Donc là, si vous voulez, ils redeviennent, enfin, elle redevient comme tout le monde, si vous voulez. C'est-à-dire qu'elle n'est plus l'exception du tout. Voilà. Et ils chutent ensemble. Enfin, elle chute, et voilà. Et à partir du moment où elle chute, elle le fait chuter. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose là où tout d'un coup, hein, elle va pénétrer. Moi, je dis que ça répond de façon libre avec « tu es cela, tu es cela, tu es cela hein ». C'est nous dire, avec son arme, qui est quoi? Qui est l'écriture, qui est la plume, qui est la cérébralité. Hein, elle va nous faire une interprétation, mais comme personne, dit-elle, l'avait fait avant elle, hein, de qui il serait vraiment. Voilà, vous voyez, c'est ça sa réponse, sa façon de l'épingler, hein, dans un « tu es cela », voilà, hein, qui est quand même, là, vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'on est là aussi dans, comment dire, quelque chose qui va pénétrer cet homme, hein, qui va quand même le retourner, le mettre comme si elle avait la vérité sur lui en quelque sorte. Hein, voilà. Et pour moi, c'est une réponse à l'oreille. C'est une réponse comment dire, à la langue, au viol par l'oreille, si vous voulez, à quelque chose qui répond, hein, quand même, de ce côté-là. Voilà. Donc voilà, moi ce que j'avais à en dire, c'est ça. Bon, je pourrais continuer 3 heures, mais ça suffit amplement pour cela. Voilà. Merci. Peut-être on va en discuter, j'espère. Oui, moi j'étais très intéressée sur ce que tu disais par rapport à la division, pas seulement de son côté à lui, mais de son côté à elle. Le fait que ce soit au même moment que toi, tu vois ce moment où justement l'amour prend fin et où d'un côté d'un collage trop grand à l'objet émotionnel et se réussir, qu'elle incarnerait pour lui. Voilà. Ça devient insupportable. La fétruie. Voilà. Justement, peut-être là, justement, plus dans la division, c'est quelque chose qui viserait à anéantir la division. Et elle prendrait tout à coup ses distances par rapport à cette réduction-là. C'est ça. Alors que lui, c'est au contraire dans la division, dans le fait de montrer ce clivage entre les deux, entre l'homme et la bête, voilà. Que ça se joue. Après, sur le fait que ça... comment dire, sur la chute, il n'y a pas des différents moments de chute. Oui. Il me semble qu'un des effets de la parution de ce livre a été assez étonnamment de réhabiliter DSK. Je pense que rien n'aurait pu aussi vite que ce livre réhabiliter DSK parce que c'est elle qui prend la famille. C'est elle qui prend la famille. Ah oui, d'accord. En se chargeant, dans une posture un peu mystique, en se chargeant de l'infamie, elle a d'un coup, tout à coup, tous les journaux, etc., disaient le pauvre DSK qui est déjà à terre, on tire sur un homme à terre, etc., il ne faut pas en rajouter.
Et on a vu hier DSK au Festival de Cannes, où on démarche avec d'accord. une femme qui enfin, voilà, donc ça y est, le point com revient. Façon de sauver, non mais c'est sûr, donc ultimement. Je trouve assez intéressant, enfin, les effets en fait de ce livre, et c'est vrai. voilà, c'est intéressant de voir tout à fait, et donc c'est pas en tant que, véritablement, que texte littéraire, enfin c'est pas du point de vue strictement de la littérature, mais tu as bien montré comment le fait qu'il soit nommé ailleurs est absolument fondamental dans... Oui, dans son fantasme, pour que oui. Oui, et puis surtout dans l'intérêt que prend ce livre, même s'il n'est pas nommé dedans, et que donc, je ne sais pas, pour ceux qui liront ce livre dans 25 ans, peut-être que pourront le lire en ignorant de qui il s'agit. Non, parce qu'il y a un petit bandeau. Mais alors, voilà. Bon. Mais ce petit bandeau, voilà, c'est lui qui signe. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est lui qui a fait son nom. Oui. Dans ce livre. Qui co-signe. Juste une chose sur mais une petite chose sur que je trouve vraiment extrêmement importante par rapport à son mépris de cet homme après, c'est qu'elle le méprise de n'avoir pas été plus fort et au-dessus de son propre sentiment d'humiliation à lui. C'est-à-dire qu'étant le calife de sa femme, elle le décrit comme étant manipulateur par rapport à tous ses conseillers, à qui il promet des postes à l'Élysée du temps où il est présidentiel, etc., en leur fournissant, parce que tous les gens lui fournissent des femmes, si vous voulez, et lui en échange lui promet des postes. Et elle dit, tu les as manipulés, et là elle le traite de salopard. C'est-à-dire qu'en fait, la haine, elle a une haine réellement, pour lui, entend qu'il n'a pas pu s'empêcher de soumettre l'autre, comme lui était lui-même soumis. C'est-à-dire qu'il n'a pas pu s'empêcher de régler un compte sur le dos de son entourage, en humiliant son entourage, comme lui, qu'elle dit elle, comme lui aurait été humilié par sa femme. D'accord ? Et ça, elle ne le supporte pas. C'est vraiment un point important. Hein, il n'est pas au-dessus de son propre sentiment d'humiliation. Voilà. D'accord ? Voilà. Et elle le dit, hein, elle le dit. Et ça, c'est une chose qui, pour elle, le rend mais absolument, comment dire, méprisable, voilà. Oui. Oui, non, ça va, c'est pas contradictoire du tout, même au contraire. Moi, j'ai pas lu ce livre, et puis j'ai pas voulu le lire, alors je loue votre courage et votre implication. À vous écouter, j'ai eu justement un sentiment très trouble, et je pense que j'ai compris pourquoi je voulais pas le lire, mais pourquoi aussi j'aurais pu le lire. C'est que c'est comme si ce livre, enfin l'objet livre, enfin le fait que ça soit une production en quelque sorte d'elle, avait une sorte de fonction tout à fait paradoxale pour un livre, enfin pour une création, c'est-à-dire pour un produit d'écriture. Parce que d'un côté, vous avez souligné que c'est très bien écrit, et j'ai entendu que c'était plein de références voulues ou pas, et probablement conscientes ou pas, notamment l'oreille, effectivement, c'est le symbole des annonciations, donc de l'annonciation dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Et c'est aussi, littérairement, on l'a dit Shakespeare, et c'est aussi de par là que dans une grande tradition de l'énormité, etc., de la littérature française, celle de Rabelais, c'est par là que naît Gargantua. Donc, bon, on a effectivement toute cette filiation de la thématique de l'oreille. L'oralité. Bien sûr, voilà, tout ça. Et, pas forcément. Enfin, on peut le voir, on peut le voir dans cette filiation, dans cette historicité. On peut l'historiciser comme ça, on pourrait le faire. Enfin, c'est pas interdit de le faire. Oui, c'est ça. Mais en même temps que ça serait donc une production, enfin littéraire, donc je veux dire du côté de la sublimation au sens freudien, quoi, de ce côté-là, on peut aussi voir cet ouvrage, alors du fait que c'est pris dans l'actualité et tout ça, et qu'il y a une juste transparence, puisqu'on sait de qui il s'agit, je pense qu'on peut aussi le voir comme un passage à l'acte. Et c'est là où, effectivement, bon,
une œuvre, enfin entre guillemets artistique, ou une œuvre de sublimation, est en même temps enfin, quelque chose. C'est comme si c'était une tension entre du l'acting out et de la sublimation. Il y a quelque chose de ça, et y compris, je pense, dans le livre de Catherine Millet. Oui. Je pense qu'on est absolument d'accord. Mais en effet, alors ça interroge sur finalement que ce passage à l'acte et justement la dimension dont on constate dans les cures, qu'on en fait de moins en moins l'économie au niveau subjectif par rapport aux personnes qui viennent. C'est-à-dire qu'il y a ça comme voilà, comme chose qui ne peut pas ne pas être pour pouvoir être symbolisé. Et du coup, moi ça m'interroge sur ça se retrouve là aussi. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. C'est important, enfin c'est des questions en même temps, mais je trouve qu'il faut pointer que c'est pas, en effet, je suis d'accord, qu'il y a quelque chose là, d'un passage à l'acte qui en plus a sa place dans le social. C'est-à-dire qui est reçu, La preuve, c'est reçu. Mais je trouve ça vraiment important, ce que tu as dit, Hélène, sur en effet, que l'infâme, c'est-à-dire qu'elle prend sur elle, c'est ça. En effet. Il y a quelque chose de ça. C'est ça. Oui. Et qui est au service, absolument. Oui. Oui, justement, je voudrais un tout petit peu rapidement à revenir sur l'intervention d'Hélène. Pourquoi les femmes mentent-elles? Tu termines, mais il faut bien qu'ils se dévouent pour ça. Et j'ai l'impression, justement, dans ce que tu apportes, que le mensonge de la femme, c'est la parole d'amour. Si tu m'autorises à reprendre un petit peu avec ce que j'avais essayé de balbutier tout à l'heure, une femme qui va dire à un homme « tu es beau », l'homme arrête. Arrête, je sais bien que tu sais que je ne le suis pas. Et je sais bien que tu sais que je le sais. Mais puisque tu me le dis, c'est que tu m'aimes. Imaginons le roi nu, après que la foule ait constaté qu'il était nu et qu'elle le lui ait dit. Imaginons le soir qu'une courtisane lui dise « vous avez le habit le plus beau qui existe ». Oui, c'est ça. C'est la plus belle parole d'amour qu'elle pourrait lui faire. Mais Jean-Claude, alors... ça, c'est la version noble de l'homme qui sait qu'il ne l'est pas. Et il y a aussi la version petite bourgeoise, c'est-à-dire du monsieur qui aime être aimé et apprécier sa juste valeur. Ce qui est, voilà, ça c'est la bassesse la plus extrême, qui consiste à créditer, parce qu'on le vaut bien, la parole mensongère. Cette misère-là, ça court les rues quand même. C'est très difficile de mentir. Beaucoup d'hommes qui en veulent aux femmes. C'est très difficile de mentir. J'avais une petite anecdote par rapport à, je disais il y a quelques années, une analysante, vous ne pouvez dire que la vérité. Très difficile de mentir. Et elle me dit, détrompez-vous. Je viens de faire à l'homme que j'aime le plus grand mensonge qui existe. Je lui ai dit que j'attendais un enfant de lui. Je lui ai dit, écoutez, vous ne pouviez pas lui dire plus grande vérité. Il est certain qu'elle n'était pas enceinte, mais qu'elle attendait un enfant de lui. Oui, ce qu'elle a eu d'ailleurs quelques années plus tard. Oui, c'est joli. Très joli. Très joli. Mais je trouve que, cette façon, quand tu reprends les choses, et moi je trouve que ça éclaire cette phrase qu'on cite beaucoup et que finalement peu de gens développent sur de la cour en fait. Voilà, seul l'amour permet la jouissance de condescendre au désir. Cette phrase qu'on entend comme ça et qui finit par être très usée, et elle perd de son sens, mais à la lumière de ce rapport au mensonge, à l'amour comme parole mensongère, au sens du mensonge inconscient, qui sait quelque chose de la jouissance, mais qui justement met la jouissance à une certaine distance pour que le désir ait une chance d'exister, en tant qu'à satisfait là dans une modalité hystérique, mais on pourrait développer d'autres modalités qui franchiraient le pas de cette jouissance phallique pour aller du côté d'une autre jouissance. Et je trouve que ça éclaire de manière là très spécifique, ça donne corps à ça.
Mais alors du coup, ça, si on reprend Yacoub, il y a quelque chose là, et si on reprend cette histoire du passage à l'acte, justement, où il y aurait là, peut-être à en dire un peu plus, enfin, ça pourrait faire l'objet d'un travail après, mais pour la suite, qu'il y a quelque chose qui est refusé, je pense. Qui est refusé, et d'ailleurs elle dit que aimer c'est savoir. Aimer c'est savoir, voilà, c'est savoir. Savoir de l'autre, en quelque sorte. Or, c'est pas du tout ce qu'on sait de l'amour. Enfin, justement, on aime aussi à proportion de ce qu'on ignore. Hein. C'est-à-dire que l'amour est toujours, comment dire, lié à de l'insu. La condition de l'amour, c'est quand justement le mensonge est là, le voile est là, enfin le mensonge comme voile, enfin un des éléments du voile. Le mensonge, on pourrait dire que c'est un élément du voile finalement, hein, voilà, pour reprendre ça. Mais que ça ne peut pas être sans, hein, ça ne peut pas être sans, et que du coup là, vous voyez, se précipiter enfin, comment dire, dans la chignole interprétative, si je puis dire, parce que c'est, hein, j'emploie exprès cette image, chignole interprétative, parce que moi, c'est le truc dans l'oreille, qui fait répondre une chignole interprétative en réponse, c'est forcément tue l'amour, ça tue l'amour. Hein. Du coup, aimer tue et elle tue l'amour. Voilà. C'est-à-dire que hein, y a quelque chose d'actif, là, d'un refus. Hein. Et d'ailleurs, alors attendez, parce que franchement, il faut que je dise ça, parce qu'il y a quelque chose d'extraordinaire. Alors là, franchement, qu'elle dit sur l'écriture, ça je trouve ça vraiment important. Pour finir, hein, parce que vraiment ça dit quelque chose de sa posture, elle refuse en fait l'insulte, il y a un refus de l'insulte, et au profit de l'écriture, parce qu'elle dit qu'elle est sauvée, que de toute façon, elle va écrire son livre, et que de toute façon, elle ne risque du coup plus rien. Et elle dit d'ailleurs que lui serait sauvé s'il se mettait à écrire. Voilà, comme elle, elle serait comme elle, et voilà, elle serait comme elle, hein, d'accord. Voilà, alors, parce que, ça c'est assez étonnant, elle dit que, ça se fait pas ça, j'ai dit, attendez, excusez-moi, il faut que je me retrouve, parce que c'est vraiment, voilà, voilà, je pense que c'est ça, voilà, oui, ce jour où tu te mettras à écrire, etc., ce page seront si bien, mais non, elle dit quelque chose de plus fort, sur le fait que quand elle écrit, excusez-moi, je ne retrouve pas le passage, mais que quand elle écrit, c'est là où elle a affaire à son propre insu. Voilà. Et que ça la fascine. C'est-à-dire qu'en fait, dès qu'elle se met à écrire sur un sujet, elle est confrontée à quelque chose qui n'est plus elle, qui la dépasse et qui l'étonne. À son propre insu, elle est confrontée à son propre insu et qu'elle en a besoin, comme de respirer, en quelque sorte. Voilà. Mais que c'est cet insu-là qui l'intéresse. Pas l'insu de l'amour. Pas du tout. C'est-à-dire qu'en fait, elle range l'amour, elle est en danger du côté de l'insu de l'amour. Voilà. Par contre, elle sait tout à fait s'en sortir avec cet insu d'écriture. Et c'est ce qu'elle choisit. Voilà. Et c'est là où je trouve important, c'est son choix. Et c'est son choix de sujet pour ne pas mourir, je pense. Enfin, en tout cas, pour ne pas mourir, on n'en sait rien, et elle non plus. Parce qu'elle part à un danger, sinon, beaucoup plus important. Voilà. Et, voilà, hein. Et du coup, ce passage est quand même magistral. Voilà. La jouissance qu'il pourra enfin connaître. Oui, voilà. Mais oui, parce que bien sûr qu'elle l'identifie à elle. C'est-à-dire que tout d'un coup, tu seras comme moi. Tu connaîtras cette jouissance extraordinaire qui est écrire comme je le fais. Hein, et ce qui m'arrive à ce moment-là, elle s'enferme. Elle écrit toutes les nuits. Elle est une nonne. Elle se décrit comme une nonne qui vit pour l'écriture, qui ne fait qu'écrire, qui sort très peu et qui s'occupe de sa chienne. Point. Bon, ok, enfin, on a vu, elle a aussi quelques péchés de la vie, à part ça, mais voilà, parce que bon, c'est quand même une description extrêmement ascétique, oui. Bon, elle est quand même, à mon avis, beaucoup plus dans la jouissance que ça. Hein. Voilà. Mais bon, vous voyez, c'est quand même
très important parce que cet insu, c'est vraiment important ça, cet insu auquel elle se confronte et qui est l'insu qui l'intéresse. Alors, je trouve que, voilà, alors je vais vous lire ce truc. Voilà, je me sentais tout le temps en danger, je ne cessais d'être hanté par les plus loin des présages. Je savais que la seule issue était de reprendre ma vie normale, même si c'était une vie sans présent, une vie sans chair ni sang. Une vie dont la seule vraie ferveur est l'écriture, mon écriture. Cette opération qui consiste à me transformer en l'objet de ma propre passion, à arracher de moi des choses que j'ignore posséder. La seule passion que je peux avoir l'illusion de maîtriser, même si je ne la maîtrise pas vraiment. Une passion qui ne s'épuisera jamais. Voilà. Vous voyez, enfin, moi, j'ai jamais lu quelque chose de pareil. Hein. Si vous voulez, qu'une femme puisse dire ça, hein, c'est-à-dire dire quel est son bord, comment dire, et que partout ailleurs elle est en danger, sauf là, hein, pour moi, c'est tout à fait étonnant. J'insiste sur le côté inédit de ce texte, comment dire, qui en dit beaucoup, enfin, qui est très riche, en fait, hein, qui en dit vraiment énormément. Voilà, si vous voulez, elle ne peut pas se faire l'objet de l'autre, mais je pense que c'est après, finalement, avoir été identifiée à la truie réellement, hein, qu'elle apprend ça. C'est qu'elle ne peut pas le supporter. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a de l'insupportable dans cette affaire, hein, de se faire l'objet de la jouissance de l'autre, alors qu'avant, le temps d'avant, elle dit c'est très agréable de se laisser porter par le fantasme d'un homme. Elle dit là, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. Il n'y a qu'à se laisser flotter, et je deviens qui tu veux que je sois. Voilà. Oui, jusqu'à un certain point. Jusqu'au point de réel. Donc. Voilà. Et c'est ce point de réel, si vous voulez, mais qu'elle est portée à qu'elle se voue à supporter aussi, c'est-à-dire qu'elle va jusque-là dans son hystérie. Et c'est finalement par là qu'elle est stoppée. Hein, et qu'elle dit stop. Et qu'elle commence à écrire. Et voilà. Que c'est trop pour elle et que ça la ramène du côté de l'écriture. Voilà. C'est vraiment passionnant. Hein, c'est vraiment passionnant. Voilà. Bien, merci. Merci Isabelle. Merci.